C'est le forum annuel de la Banque centrale européenne. C'est au Portugal, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi. C'est une sorte de grande réunion de banquiers centraux, d'universitaires, d'économie. Ça sert à réfléchir. Bonjour Christopher. Bonjour. Demby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. On n'attend pas de décision, on attend des réflexions, notamment sur un point clé, la place de l'euro dans le monde. On pensait pouvoir prendre la place du dollar. Christine Lagarde disait oui, c'est notre chance, c'est le moment pour un euro mondial. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Est-ce qu'il y a une chance pour que l'euro prenne une place de monnaie de réserve mondiale? Alors, pas vraiment, et on le voit, on a des banques centrales aujourd'hui qui achètent beaucoup d'or, ce qui fait grimper les prix. Et quand on regarde dans les chiffres, lorsqu'elles achètent de l'or, elles ne vendent pas des dollars, elles vendent des euros, et c'est un mouvement de long terme. Petit point positif malgré tout, quand vous discutez, vous en invitez très régulièrement des gestionnaires d'actifs, ils avaient souvent une forte exposition sur la zone américaine, donc en dollars, avec des actions américaines. On voit que du côté des Européens, il y a un recentrage, on souhaite plus être exposé à l'euro. Alors ça ne va pas chambouler la donne du jour au lendemain, mais on voit en tout cas que c'est peut-être intéressant dans un monde où le dollar s'affaisse très lourdement, à des niveaux qu'on n'avait pas du tout anticipés, d'avoir une exposition un peu plus diversifiée avec un peu plus d'euros. En revanche, qu'on puisse la place. Voilà, non. Bon, je pense qu'il faut être assez réaliste. Quand vous le voyez sur les paiements internationaux, la part du dollar, elle est assez stable. La part de l'euro, malheureusement, décroît au profit de devises émergentes, le yuan notamment. Donc ça va être très, très compliqué au niveau international. Caroline. Quand la patronne du FMI évoque une opportunité formidable pour l'euro, elle fait allusion à quoi précisément? Alors très certainement que l'ère Trump induit beaucoup d'incertitudes. Une des fortes incertitudes, c'est finalement la place du dollar. C'est ce qui est fondamental. Concrètement, vous avez une baisse du dollar, le dollar index ou l'euro-dollar, on est à peu près dans la même amplitude de 10-12% depuis le début de l'année. On n'a jamais connu une baisse aussi importante sur un laps de temps aussi court. Et c'est problématique. C'est problématique parce que toutes les entreprises en général qui faisaient du business sur la zone euro-dollar, soit de l'import, soit de l'export, les gestionnaires d'actifs exposés aux États-Unis, généralement, vous ne couvriez pas votre risque de change. Très, très peu, parce que vous vous disiez, l'euro-dollar, ça va peu fluctuer dans l'année, ça ne va pas impacter nos profits ou nos résultats en tant que gestionnaire d'actifs. Aujourd'hui, la bourse américaine est en hausse, très nettement en hausse. Si vous avez des actions américaines, vous êtes en Europe et vous souhaitez les vendre aujourd'hui, vous allez être probablement négatif juste du fait de l'effet taux de change. Donc ça, c'est un monde qui est nouveau. D'habitude, une monnaie de réserve internationale, c'est une monnaie qui est plutôt stable dans le temps avec assez peu de volatilité. Aujourd'hui, il y a un consensus, à savoir si c'est structurel ou pas, mais le dollar va continuer de s'affaisser. Je vous donne juste les estimations du marché monétaire. On est autour des 1,15, 1,16, je n'ai pas regardé ce matin sur l'euro-dollar. On anticipe que ça va chuter vers 1,20, 1,23. C'est toujours périlleux, ces prévisions, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à minima sur 5% de baisse d'ici la fin d'année. Et automatiquement, ça va impacter votre chiffre d'affaires si vous faites du business aux États-Unis. Autre sujet à Sintra, l'indépendance des banquiers centraux avec les menaces de Donald Trump sur Jérôme Powell. La semaine dernière, il a dit j'ai 2-3 noms pour le remplacer. Donc on voit bien où il va, c'est-à-dire avoir deux personnalités qui vont parler en même temps pour faire en sorte que la voix de Jérôme Powell ait moins de place. L'indépendance, redire, c'est la Banque des règlements internationaux qui redit il faut que les banquiers centraux soient indépendants. Sujet fondamentale pour la crédibilité de la politique monétaire. Complètement. S'il y a une chose que personne ne conteste dans la politique monétaire, tout le monde va discuter est-ce que c'est le bon taux terminal, quels sont les bons outils. En revanche, tout le monde s'accorde, et c'est une preuve, parce qu'on a suffisamment de recul à cet égard, il faut une banque centrale qui soit indépendante. Alors, le fait qu'on ait un responsable politique à la Maison-Blanche qui conteste l'indépendance de la banque centrale, c'est pas nouveau. Mais en revanche, par le passé, dans les années 70, on le découvrait lorsque le gouverneur publiait ses mémoires, donc c'était pas public. Aujourd'hui, c'est sur X ou, excusez-moi, je me souviens plus du réseau social qu'utilise Trump. Tous. Merci. Oui, vous voyez. Qu'on le découvre. Et ça, c'est un message qui est encore une nouvelle fois négatif, qui est négatif pour le dollar parce que ça crée de l'incertitude. Et aujourd'hui, soyons très objectifs. Alors certes, Trump veut des taux très bas aux États-Unis, mais la réalité, c'est que la politique monétaire américaine, et d'ailleurs tout le mandat finalement de Powell, est un mandat exceptionnel avec un nombre incroyable de crises. Il a extrêmement bien géré. Il y a assez peu de critiques à cet égard. Vous pouvez interroger une myriade d'économistes, très peu sont critiques. Et sur le volet de baisse des taux directeurs, aujourd'hui aux États-Unis, indéniablement, il faut attendre. Pour une simple raison, l'économie est très forte. Sur l'inflation, vous avez des signaux qui sont contradictoires. La baisse des loyers, c'est désinflationniste. Personne ne l'anticipait en début d'année. Sur la guerre commerciale, il va falloir attendre quelques mois. Donc, c'est complètement logique que la Fed souhaite être en mode pause à minima tout l'été. Et donc, baisser les taux, comme le souhaite Trump, fait strictement aucun sens. Et surtout, pourquoi on baisse les taux ?
parce que l'économie ralentit, parce qu'on a des problèmes d'accès au crédit, ou en tout cas du crédit à coût élevé. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Les banques américaines elles ont passé leur test de résistance la semaine dernière, elles ont une résilience incroyable, elles ont énormément de cash, elles prêtent abondamment, donc il n'y a pas ce sujet-là. Baisser les taux dans le contexte actuel massivement, vous allez créer des bulles qui un jour, tôt ou tard, on va le payer, surtout dans un contexte de dérégulation. Caroline. Peut-être un mot sur les taux de la BCE. La BCE veut ralentir sa baisse de taux. Christine Lagarde affirme que ce taux de 2% actuellement est bien positionné. Vous la suivez? Vous trouvez son raisonnement cohérent? On pourra débattre du 25 points de base plus ou moins. Je pense que 1,75, 1,50, ça peut être le taux terminal. Donc, c'est-à-dire on s'oriente soit en septembre, soit un peu plus au cours de l'année. Mais ça n'a pas changé la donne. Vous savez, 25 points de base de baisse de taux en zone euro, ça n'a pas changé le monde du point de vue économique. Elle a très certainement raison qu'aujourd'hui, et encore une fois, quand on regarde les conditions de prêt, à part quelques secteurs en Europe, notamment l'immobilier, mais qui a des problèmes vraiment structurels, vous n'avez pas de nécessité de baisser très très lourdement les taux. Donc la BCE a également fait le job. Il n'y a pas de pression inflationniste, c'est pas un sujet en zone euro. Il faudrait, alors on peut toujours avoir le débat sur l'impact de la guerre commerciale, mais pour avoir des pressions inflationnistes durables et problématiques au niveau de la zone euro, c'est la fameuse hausse des salaires que d'ailleurs en 2023, Christine Lagarde avait mise en avant et finalement ça s'est pas matérialisé. Mais le message, je pense, va être très clair de son côté, c'est-à-dire on a fait une grande partie du travail. C'est pas de notre côté, en tout cas, qu'on pourra changer la donne en termes de croissance qui reste un peu molle en zone euro. Donc, on va certainement baisser encore une fois les taux, peut-être 2 fois. Le gouverneur de la Banque de France laisse entendre qu'il y a un peu de marge. Mais fondamentalement, ça ne changera pas la donne. Aujourd'hui, c'est aux États, aux budgétaires de prendre le relais. Malheureusement, y compris le prédécesseur de Lagarde le mentionnait déjà. Donc, on remonte plusieurs dizaines d'années en avant. Mais est-ce qu'on va, à Sintra, parler de déflation, commencer à se dire que le problème est désormais inverse? Alors, il y a quelques conférences qui sont intéressantes, notamment aujourd'hui, sur l'efficacité de la transmission de la politique monétaire et notamment au niveau de la consommation et des ménages, dans un contexte où finalement il y a assez peu de hausse de salaire. Donc l'idée derrière cela, c'est de voir en fonction des pays aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'on sait très bien que dans une zone qui reste quand même très éclatée, et on va avoir notamment la Bulgarie qui va intégrer la zone euro l'année prochaine, donc ça va être encore plus complexe en termes de gestion. Comment on peut être sûr et certain qu'une baisse des taux sera aussi bien impactée en Allemagne, on sait que ça fonctionne bien, que dans un pays du Sud ou encore un pays de l'Est comme la Bulgarie. Donc il y a ce sujet-là où on peut certainement un peu améliorer. Il y a aussi très certainement un débat en toile de fond, c'est-à-dire dans un monde de croissance qui reste très très faible, avec finalement assez de pression inflationniste, comment on partage la richesse. Alors il n'y aura pas une conférence qui va être thématisée à ce sujet, mais en toile de fond, on voit que c'est un débat aussi au sein de la BCE.